Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je vous propose de plonger ensemble dans l'histoire d'un drame survenu à la fin du mois de septembre 2019, dans un paisible faubourg de Chicago. Les rues calmes de ce quartier résidentiel, jusque-là épargnées par la violence et les incidents majeurs, ont soudain été secouées par la découverte macabre d'une enseignante retrouvée poignardée chez elle. Très vite, les forces de l'ordre ont identifié plusieurs pistes, mais l'attention s'est rapidement focalisée sur l'un de ses élèves, un jeune homme de 17 ans dont la relation cachée avec la victime a stupéfié la communauté entière. Je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne, car votre soutien compte énormément et me motive à partager toujours plus de récits authentiques et fascinants. Les premiers éléments de l'affaire concernaient la victime, une femme de 31 ans du nom d'Abigail Harris, appréciée pour son énergie positive et pour ses méthodes d'enseignement captivantes. Elle exerçait depuis plus de 5 ans dans le lycée local, où elle encadrait des ateliers de littérature et de théâtre, domaine qui lui tenait particulièrement à cœur. Selon les témoignages de plusieurs collègues, elle avait toujours semblé passionnée par son travail et ne ménageait pas ses efforts pour aider ses élèves les plus timides à révéler leur potentiel. C'était le cas d'un adolescent réservé, Jacob Peterson, qui attira vite son attention grâce à une sensibilité littéraire hors du commun. Avant le drame, on aurait pu croire qu'Abigail menait une existence quasi parfaite. Son entourage la décrivait comme une personne au grand cœur, sociable et toujours prête à écouter. Elle avait quitté la côte Est pour s'installer à Chicago, déterminée à bâtir une vie nouvelle et pleine de promesses dans ce quartier tranquille. Elle sortait parfois avec des connaissances, mais personne dans son entourage proche n'avait remarqué de signes avant-coureurs d'un danger imminent. À première vue, rien ne laissait présager la tragédie qui l'attendait. Lorsque l'on s'intéresse à la vie de cette victime, on découvre qu'elle était en contact étroit avec un petit cercle d'amis et qu'elle gardait des relations cordiales avec son ex-compagnon, un individu qui ne résidait plus dans la ville depuis quelques mois. Elle semblait également très attachée à sa famille, même si celle-ci se trouvait à plusieurs centaines de kilomètres et communiquait avec ses proches par téléphone ou par message. Concernant son lycée, les élèves interagissaient volontiers avec elle durant les heures de cours, mais aussi à la bibliothèque pour des séances de tutorat. Et ce fut précisément dans ce contexte qu'Abigail et Jacob se rapprochèrent de façon plus intime. D'après ce que l'on sait, ce garçon de 17 ans vivait avec son père et sa mère, tous deux employés dans des domaines relativement modestes, au sein d'un foyer discret et, d'après les dires du voisinage, sans histoire. Jacob, d'allure plutôt grande et mince, arborait des cheveux blonds coupés courts et des yeux verts vifs. Les camarades de classe le trouvaient sympathique, malgré sa réserve naturelle, et il possédait un humour subtil qui le rendait étonnamment populaire dans son petit groupe d'amis. Ses parents, décrits comme des gens aimants, n'auraient jamais pu imaginer qu'un scandale pareil éclaterait un jour sous leur toit. L'affaire a éclaté au grand jour lorsqu'un voisin, intrigué par le silence inhabituel venant de l'appartement d'Abigail, l'a trouvée inanimée dans son salon. Il venait sonner à sa porte pour lui remettre un colis arrivé par erreur et s'est retrouvé face à une scène effroyable. La jeune femme présentait des blessures profondes à l'abdomen et il n'y avait aucune trace de lutte à proprement parler, si ce n'est des objets tombés à proximité du canapé qui laissaient supposer un court affrontement. L'absence de signes d'effraction ou de chaos majeur dans les pièces contiguës suggérait que la victime connaissait son agresseur et avait dû le faire entrer volontairement. Immédiatement prévenus, les autorités ont bouclé l'immeuble pour mener leur première constatation. Des techniciens en identification criminelle ont pris des échantillons de sang et cherché des empreintes. Les enquêteurs ont découvert des indices troublants, notamment des taches de sang menant jusqu'à la salle de bain, comme si l'agresseur avait tenté de se nettoyer ou de dissimuler certaines traces avant de quitter les lieux. Dans les premiers jours de l'enquête, une équipe de 2 enquêteurs principaux, un duo composé d'un inspecteur méthodique et d'une enquêtrice plus intuitive,
s'est rendu à la morgue pour recueillir le rapport préliminaire de l'autopsie. Ils ont été frappés par l'intensité des blessures, autant sur le plan de la violence que de la précision. Ils se sont ensuite entretenus avec le voisin qui avait donné l'alerte, mais celui-ci, encore sous le choc, n'avait rien entendu de suspect avant de faire la découverte macabre. Comme Abigail avait la réputation d'être aimée, ni les professeurs ni le personnel de l'établissement scolaire ne pouvaient imaginer qui aurait pu en vouloir à cette enseignante bienveillante. Au fil des interrogatoires, un nom est pourtant revenu de plus en plus souvent. Celui de Jacob, qui était parfois aperçu sortant tard le soir de la bibliothèque en compagnie d'Abigail. Le corps professoral prétendait d'abord qu'il ne s'agissait que d'un simple tutorat, mais l'adolescent en question s'est vu convoqué au poste de police, accompagné de ses parents, pour éclaircir la nature exacte de cette relation. Lors de son audition, Jacob a paru extrêmement nerveux. Il a expliqué qu'Abigail était un mentor et qu'elle l'aidait à améliorer ses compétences en écriture. Toutefois, l'inspecteur méticuleux a décortiqué chaque mot de sa déclaration et a relevé plusieurs incohérences quant au moment et endroit où ces séances de tutorat auraient eu lieu. Parallèlement, l'enquêtrice intuitive s'est rendue compte que le jeune homme baissait les yeux dès qu'on l'interrogeait sur l'attachement émotionnel qu'il ressentait pour son enseignante. Quelques messages textes retrouvés dans le téléphone de la victime, ainsi que des relevés d'appels, ont tôt fait de révéler que leur rapport dépassait largement le cadre scolaire. Convoqué une seconde fois, Jacob et sa famille ont reconnu que le lycéen entretenait bel et bien une liaison secrète avec Abigail depuis plusieurs mois. Cette révélation a créé un choc retentissant, non seulement pour la petite communauté, mais aussi pour les proches d'Abigail, qui tombaient des nues en découvrant qu'elle avait pu risquer sa carrière et sa réputation pour une romance clandestine avec un mineur. Les jours qui ont suivi ont été marqués par l'examen minutieux de tous les indices matériels. Les forces de l'ordre ont fouillé la chambre de Jacob, ses affaires scolaires, et ont confisqué les appareils électroniques chez lui à la recherche d'éventuels éléments compromettants. Plusieurs messages entre l'adolescent et sa professeure, échangés via une application confidentielle, dépeignaient un attachement profond, mais également la crainte que leur relation soit dévoilée. On percevait dans ces échanges une tension grandissante au moment où Abigail évoquait la possibilité d'assumer certaines conséquences si son état de santé se confirmait. Elle suspectait un éventuel début de grossesse. L'adolescent, bouleversé par cette annonce, lui faisait part de sa peur de ruiner sa vie scolaire et de compromettre ses projets futurs si l'affaire éclatait. Malgré la nature sensible de cette nouvelle, rien dans les messages ne prouvait directement que Jacob ait pu agir violemment contre elle. Les enquêteurs, néanmoins, ne pouvaient s'empêcher de le garder dans leur ligne de mire. C'est au cours de l'analyse des relevés téléphoniques et bancaires d'Abigail qu'une découverte perturbante est venue brouiller les pistes. La jeune femme était restée en contact étroit avec un homme plus âgé, Mark Gibson, qui résidait non loin du foyer parental de Jacob. Cet homme s'avéra être l'ex-beau-père du lycéen, une figure controversée au sein de la famille, dont on racontait qu'il était parti quelques années plus tôt à la suite de violentes disputes financières avec le père de Jacob. Les tensions familiales étaient telles qu'un climat de rancune s'était installé entre Mark Gibson et ses anciens beaux-enfants. Ce dernier avait également eu des démêlés judiciaires pour des problèmes de dettes impayées et de fraude mineure, ce qui éveilla immédiatement les soupçons de la police. Pourquoi Abigail échangeait-elle si fréquemment avec un homme qui entretenait de si mauvais rapports avec le foyer de Jacob? Y avait-il un motif de chantage, de rivalité, voire de vengeance? Au fur et à mesure que l'enquête se développait, un motif beaucoup plus sombre a émergé. Mark Gibson, frustré par le succès de la nouvelle vie que le père de Jacob menait dans ce quartier tranquille, aurait pu vouloir nuire à sa famille par tous les moyens. Il aurait apparemment rencontré Abigail avant même que l'enseignante n'entame sa liaison avec Jacob, et plusieurs témoignages anonymes suggéraient
qu'ils auraient trop pu avoir une idylle brève, mais marquante. Selon le rapport de l'enquêtrice intuitive, Abigail se serait graduellement éloignée de Mark, en comprenant que cet homme avait des intentions troubles et qu'il espérait peut-être profiter de sa situation financière ou de sa vulnérabilité émotionnelle. Au fil des investigations, on a également établi qu'Abigail avait reçu des menaces voilées peu de temps avant sa mort, l'incitant à rompre tout contact avec Mark Gibson si elle ne voulait pas tout perdre. Les vérifications sur l'emploi du temps de Mark le soir du meurtre ont révélé plusieurs failles dans son alibi, qu'il prétendait inattaquable. Avec l'apparition de ces nouveaux éléments, la position de Jacob comme suspect principal s'est mise à vaciller. Certes, son histoire d'amour prohibé avec l'enseignante l'avait placé au centre de l'attention, mais de nouveaux indices laissaient entrevoir que Mark Gibson aurait eu bien plus de raisons de souhaiter la disparition d'Abigail. En recoupant les horaires, la police a découvert que Jacob se trouvait vraisemblablement chez lui, en compagnie de sa mère et de son père, au moment du crime. Leurs témoignages, confrontés au relevé de géolocalisation du portable du garçon, ont fini par indiquer que le lycéen n'avait pas quitté la maison cette nuit-là. Les doutes demeuraient toutefois quant à la sincérité des parents, susceptibles de le couvrir pour lui éviter la prison. Sur la base d'expertise des téléphones, pourtant, tout portait à croire que l'adolescent n'avait pas bougé de son domicile quand l'assassinat s'était produit. Le vrai tournant dans cette affaire a surgi lorsqu'un habitant du même pâté de maison, intrigué par l'allure pressée de Mark Gibson le soir du drame, a contacté la police. Cette personne a déclaré avoir aperçu Mark dissimuler un sac dans une benne à ordures, quelques rues plus loin. Lorsque les enquêteurs ont fouillé cette benne, ils y ont déniché des vêtements ensanglantés et un couteau dont la lame correspondait au type de blessure subie par Abigail. Des analyses ont confirmé que le sang sur la lame était celui de l'enseignante. Les services de médecine légale ont également relevé des traces d'ADN de Mark Gibson sur le manche de l'arme. Malgré la persistance de Mark à nier toute implication, ses explications se sont effondrées les unes après les autres, au fur et à mesure que la police déroulait la chronologie exacte de cette nuit fatidique. Il est rapidement apparu que Mark était l'auteur d'appels téléphoniques répétés à Abigail dans les heures précédant le meurtre. Sans doute l'avait-il convaincu de le laisser entrer chez elle pour une discussion finale, et c'est alors que la situation aurait dégénéré, possiblement autour d'un ultimatum ou d'une jalousie insoutenable. Sitôt les preuves rassemblées, Mark Gibson a été placé en état d'arrestation. Son attitude provocatrice et ses déclarations changeantes lors des interrogatoires ont fini d'enfoncer sa crédibilité, contrastant avec l'étonnante cohérence des éléments disculpant Jacob Peterson. Le bureau du procureur local a instruit l'affaire en tenant compte des multiples pièces à charge, notamment les données téléphoniques, le couteau sanglant, les témoignages du voisinage et l'historique des conflits entre Mark Gibson et la famille de Jacob. Lorsque le procès a débuté, l'accusation a présenté de façon méthodique tous les indices liant Mark à la scène du crime, tandis que la défense s'est épuisée à suggérer que Jacob aurait pu, malgré tout, être l'instigateur du meurtre et que Mark n'aurait été là que pour la couvrir. Les avocats de la défense ont notamment insisté sur la liaison interdite entre l'enseignante et le lycéen, cherchant à jeter le doute sur la fiabilité des déclarations de ce dernier. Cependant, la chronologie des faits, les relevés de position de Jacob et l'absence de preuves directes contre lui ont mis à mal cette stratégie. Les audiences se sont échelonnées sur plusieurs semaines, chaque partie appelant des témoins, parmi lesquels des amis de la victime, quelques membres du personnel enseignant et des experts en médecine légale. On a longuement disséqué les motifs possibles, depuis la colère d'un ex-beau-père amer jusqu'aux menaces visant à préserver d'éventuels secrets, notamment la grossesse présumée d'Abigail. Bien que les analyses n'aient pas pu déterminer avec certitude si elle était enceinte, l'hypothèse a pesé dans la balance pour souligner l'éventuel mobile de Mark Gibson, lequel aurait craint que cet enfant à naître ne resserre le lien entre Jacob et Abigail et, par conséquent, isole encore davantage Mark de la famille
qu'il convoitait ou désirait manipuler. Finalement, tous les éléments se sont alignés contre lui. L'accusation a souligné la découverte des vêtements ensanglantés, l'incohérence de ses déclarations et les menaces qu'il avait adressées à la victime, faisant de Mark la seule personne qui avait à la fois l'opportunité et un mobile plausible pour commettre un tel crime. Le verdict est tombé peu après que le jury, visiblement convaincu par l'ensemble des preuves, a reconnu Mark Gibson coupable de meurtre. La sentence prononcée par la juge a été lourde, reflétant à la fois la gravité de l'acte et la volonté de rendre justice à la défunte. Pendant l'énoncé de la décision, Mark est resté figé, se contentant de fixer le sol sans manifester la moindre émotion. Quant à Jacob Peterson, il a quitté la salle d'audience en larmes, submergé par la peine et le soulagement mêlés. Son nom restera sans doute longtemps associé à cette affaire tragique, car bon nombre de personnes dans le quartier ne pourront s'empêcher de voir en lui celui qui, malgré son innocence reconnue, avait enfreint les limites imposées par la morale, en entretenant cette liaison clandestine avec une femme bien plus âgée que lui. Pourtant, le jugement a entériné le fait qu'il n'était pas impliqué dans l'homicide et qu'il était bien victime des manigances orchestrées par cet ex-beau-père jaloux et manipulateur. Les répercussions de ce procès ont marqué durablement la communauté. La direction du lycée a instauré de nouvelles règles pour encadrer les rencontres entre professeurs et élèves, et une série d'ateliers de prévention ont vu le jour pour sensibiliser les jeunes aux abus de pouvoir et aux enjeux d'une relation déséquilibrée. D'un point de vue émotionnel, la famille de Jacob a été contrainte de faire face à l'opprobre et aux rumeurs, tandis que les proches d'Abigail tentaient de panser leurs plaies et de rendre hommage à sa mémoire. Les plus affectés ont reconnu qu'au-delà de ce drame, un faisceau de relations complexes et de non-dits avait joué un rôle dans l'engrenage fatal. Une fois Mark Gibson condamné, les autorités ont poursuivi leurs investigations afin de vérifier si d'autres personnes avaient pu, de près ou de loin, collaborer avec lui. Jusqu'à présent, rien ne prouve l'implication directe d'autres individus, mais le dossier demeure ouvert dans l'éventualité où des révélations ultérieures pointeraient vers un complice ou une dissimulation d'éléments importants. Je tiens à conclure cette histoire en soulignant combien je me sens interpellée par le poids émotionnel que peuvent avoir les secrets de famille et les liaisons dissimulées. Je crois sincèrement que la quête de vérité, bien qu'ardue, est nécessaire pour faire la lumière sur ces tragédies et, peut-être, pour aider les survivants à entamer un chemin de résilience. Au fond de moi, je me dis qu'il est primordial de comprendre comment de telles passions destructrices naissent et grandissent dans un environnement pourtant banal, afin de prévenir de futurs drames. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Votre présence et votre soutien me sont essentiels. J'apprécie particulièrement l'intérêt que vous portez à mes récits, car cela me montre que vous partagez avec moi cette volonté de mieux saisir la complexité du crime et de la justice. Je vous invite à poursuivre votre expérience en explorant d'autres vidéos que je propose sur cette chaîne. Elles éclairent également des histoires aussi fascinantes que bouleversantes. J'espère de tout cœur que vous trouverez dans mes prochaines publications de quoi nourrir votre curiosité et votre réflexion. Prenez soin de vous et à bientôt.